Bonjour, je suis Nadège Dufresnoy, psychologue du travail, diplômée au Conservatoire national des arts et métiers, où j'ai pu recevoir les enseignements de Yves Clos, Dejour, L'Huillier et bien d'autres. Donc aujourd'hui, en fait, je souhaiterais, parler du burn-out, le définir les symptômes du burn-out et peut-être les causes d'une manière synthétique. Alors, quant à la définition du burn-out, le terme burn-out qualifie à l'origine une construction sociale et scientifique apparue dans les années 1970 pour décrire l'épuisement au travail des professionnels et notamment des professionnels du care, des professionnels soignants. Conceptualisé pour la première fois par le psychiatre américain Freudenberger en 1975, ça a fait l'objet de nombreux travaux et aussi ceux de la psychologie sociale de Maslow, qui a donné lieu à plusieurs définitions convergentes sur au moins un point. Le burn-out est un état d'épuisement professionnel, à la fois émotionnel, physique et psychique, ressenti face à une situation de travail. Quels sont les symptômes du burn-out? Il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est l'épuisement émotionnel. C'est la plus centrale en fait. Elle est psychique aussi et physique, mais c'est le sentiment d'être totalement vidé de toutes ses ressources. C'est la première manifestation du burn-out, une fatigue extrême due à une exposition continue à des facteurs qu'on appelle de risques psychosociaux. Et puis, les temps de repos habituels, le sommeil, le week-end ne sont plus suffisants. La fatigue s'accroît. Le deuxième point, c'est le cynisme vis-à-vis du travail et vis-à-vis d'autrui. Le cynisme est la seconde dimension du burn-out. L'attitude de l'individu devient négative, dure, détachée vis-à-vis de son travail et des personnes en fait qui sont autour. Donc des collègues, des encadrants, des clients, des patients. Et progressivement, il se désengage de son travail, de la structure dans laquelle il évolue. Une barrière entre lui et les autres s'érige. Il se déshumanise. Il déshumanise en fait les autres, inconsciemment les autres, en mettant son entourage à distance. Cette seconde dimension en fait correspond en quelque sorte à un mouvement d'autodéfense, d'autopréservation par rapport à ses propres exigences émotionnelles. Les exigences émotionnelles du métier aussi. Donc, il se défend par rapport à ça grâce à ce cynisme, en fait. Par exemple, l'enseignant peut trouver les étudiants qui ne veulent pas apprendre. Pour l'encadrant, le subordonné, en fait, qui ne veut pas faire ce qu'on lui demande. Ce mouvement conduit alors, sur des personnes avec qui on est censé travailler, à des sortes de relations, un petit peu altérées. Et cette deuxième dimension est parfois considérée comme une stratégie d'adaptation en réponse à une sursollicitation ressentie par l'individu. Et puis, le troisième point, en fait, c'est la dimension de l'accomplissement personnel du travail. Cette troisième dimension, en fait, le burn-out se caractérise par une perte d'accomplissement personnel, une dévalorisation de soi, se traduisant à la fois pour l'individu avec le sentiment d'être inefficace dans son activité, de ne pas être à la hauteur de son poste. Malgré tous les efforts, en fait, le travailleur se sent dans une impasse. Et cette dernière dimension, en fait l'objet de controverses. Certains auteurs prétendent qu'il s'agirait d'un trait de personnalité, en fait, lié aux professionnels, et d'autres auteurs pensent que c'est une problématique collective. Et en psychologie du travail, on sait que les pathologies d'isolement, karoshi, burn-out, naissent d'une problématique d'un collectif. Et cette problématique du collectif, elle vient de l'instance impersonnelle, c'est-à-dire que de tout ce qui est prescrit par l'organisation. Donc, si l'organisation ne revoit pas avec son collectif de travail ou avec ses salariés la manière dont il serait
préférable de s'organiser, eh bien effectivement, ça va avoir un impact sur la santé des salariés. Ça, c'est vraiment très important. Les symptômes, en fait, constitutifs du syndrome d'épuisement professionnel, on a des manifestations émotionnelles, l'épuisement ressenti par l'individu avec un sentiment de perte de contrôle peut se manifester émotionnellement par des peurs mal définies, des tensions nerveuses et aussi par une humeur un peu triste, un manque d'entrain. L'individu peut être un peu irritable, hypersensible ou bien ne manifester aucune émotion. Après, il y a des manifestations physiques, j'en ai plein le dos, donc des douleurs de dos, des troubles du sommeil, une fatigue chronique, hein, comme on l'expliquait, parce que les temps de repos ne sont plus récupérateurs. Et puis des tensions musculaires, des douleurs rachidiennes. Il y a parfois une prise de poids ou une perte de poids soudaine. Donc le poids aussi peut indiquer peut-être un symptôme du burn-out. Il y a aussi des manifestations cognitives. Le burn-out a un retentissement flagrant sur les capacités de traitement de l'information dont dispose l'individu. Donc diminution de la concentration, difficulté à réaliser plusieurs tâches à la fois, à nuancer, à prendre des décisions, des erreurs mineures, des fautes qui vont nourrir aussi le manque de confiance en soi. Et puis il y a des manifestations comportementales ou interpersonnelles, on l'aura compris, liées au cynisme. Parce que sur le plan interpersonnel, l'individu se replie, s'isole socialement, et puis avoir peut-être un comportement agressif, chose qu'il n'avait pas avant, parfois violent, traduisant en fait une diminution de sa tolérance à la frustration. Et puis, il est moins enclin à l'empathie. C'est des individus qui sont moins touchés, en fait, par des problèmes des autres, jusqu'à les traiter comme des objets. Se sentant dans une situation en fait inextricable, il peut éprouver du ressentiment et de l'hostilité à l'égard des personnes qu'il côtoie dans son travail. Il peut avoir aussi des comportements addictifs, de l'alcool, la cigarette, des drogues, des tranquillisants. Et puis des manifestations aussi motivationnelles ou liées à l'attitude, se sentant déprécié dans son travail. L'individu se désengage au fur et à mesure et il y a une baisse de motivation au travail et qui s'accompagne par un effritement des valeurs. Il n'y a plus de sens. Or, on le sait, en psychologie du travail, les deux moteurs qui nourrissent le pouvoir d'agir, c'est le sens et l'efficience. Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin? Qu'est-ce qui donne sens à mon travail? Et l'efficience, c'est quel est le matériel que j'ai pour pouvoir mener à bien mon travail? Si on n'a pas le sens ou l'efficience, on n'a pas de pouvoir d'agir. Et on le sait, le burn-out est une atrophie du pouvoir d'agir. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir ça en tête. Parce que souvent, on remet la responsabilité individuelle alors qu'elle est au-delà, hein, on peut le voir. Ce qui peut être intéressant, c'est que de voir aussi les causes du burn-out. Alors, on parle de risques psychosociaux. En tant que psychologue du travail, les risques psychosociaux, c'est un peu un mot fourre-tout. Mais la DARES a défini en fait des facteurs, des causes en fait entraînant le burn-out. Donc les exigences au travail, première des causes, intensité, la complexité du travail qui se traduisent notamment par des délais, des objectifs irréalistes ou mal définis, des interruptions fréquentes de tâches, quand une secrétaire est sollicitée par le téléphone, quand un client arrive à son bureau, quand son patron l'interrompt. Toutes ces interruptions de tâches, ça fait partie d'un des facteurs des risques psychosociaux et d'un des facteurs de risque du burn-out. Donc, l'exigence au travail, comme je vous le disais, hein, donc ça, c'est un des premiers facteurs. Donc, c'est plusieurs facteurs cumulés qui fait que ça peut entraîner le burn-out du point de vue de la DARES. Donc les exigences émotionnelles, donc dans certaines relations avec le public, ou finalement, notamment les soignants ou parfois, ils ont des relations, un peu, tendues avec, les patients, mais qu'ils doivent faire, toujours bonne mine. Ça demande une exigence émotionnelle. Les violences verbales où on doit rester sympathique. Le fait, en fait, d'afficher vis-à-vis du public des émotions qui sont en contradiction avec son ressenti finalement. Parce qu'à ce moment-là, on peut ressentir de la colère, mais on doit toujours faire bonne figure. Donc c'est cette exigence émotionnelle qui fait aussi
partie des risques psychosociaux, hein. Donc c'est l'accumulation de ces facteurs-là qui mène à un burn-out pour la DARES. Le manque d'autonomie et la marge de manœuvre. Le manque d'autonomie, en fait, se traduit notamment par de faibles marges de manœuvre dans les manières de faire son travail, des contraintes de rythme, auxquelles le travailleur ne peut se soustraire et en même temps, la sous-utilisation des compétences. Ça peut aller, parfois jusqu'à, un désintérêt de son travail. Et puis les mauvais rapports sociaux et les relations au travail. La qualité des rapports sociaux et des relations au travail repose sur, en fait, la clarté des objectifs, d'où la fiche de poste, plus elle est claire, mieux c'est. L'existence d'un collectif de travail, ça c'est primordial, surtout, pour la clinicienne du travail que je suis. Et l'expression des travailleurs, donc le fait qu'ils puissent exprimer, mais pas qu'on puisse, entendre et simplement que ça en reste là, mais qu'ils puissent notifier leurs problématiques face au réel de leur activité et que l'organisation puisse se saisir de ce que peut exprimer leur salarié. Ça, c'est très important. Parce qu'une parole qui est dite mais dont on ne se saisit pas, c'est une poudrière. Et puis l'absence, en fait, donc il est nécessaire d'avoir des espaces de délibération, hein, pour que le collectif puisse aussi mettre en délibération ce, réel de l'activité qui n'a pas été réalisé. En psychologie du travail, hein, on part d'un principe qu'il y a le réalisé, hein, de la tâche et le réel. Donc le réel, c'est tout ce qui n'a pas pu se faire, tout ce qui a résisté, en fait, au réel, toutes ces chemins qu'on aurait pu prendre, toutes ces manières de faire qu'on n'a pas pu faire, parce qu'il a fallu choisir, en fait, une manière de faire et donc un réalisé. Et tout ça, c'est intéressant de le mettre en délibération avec ses pairs pour savoir qu'est-ce qu'aurait fait, en fait, le collègue ou la collègue dans ce moment-là, ou qu'est-ce qu'il n'aurait pas fait et finalement, pouvoir alimenter notre propre pratique ou la propre pratique professionnelle des salariés. Alors la reconnaissance aussi des efforts, elle est très importante et la qualité de vie au travail, on entend beaucoup parler de qualité de vie au travail et on met beaucoup de pansements autour de ça. Mais la qualité de vie au travail, elle est aussi dans l'entente de l'expression du collectif. Ça, c'est important. Et le rôle de l'encadrement, en fait, et les conflits de valeurs. Alors, en clinique de l'activité, ça peut faire l'objet aussi d'une autre vidéo, mais il y a effectivement un conflit déjà dans l'activité elle-même, et puis des conflits de valeurs qui ne sont plus discutés ou plus discutables. Ce qui est important aussi en clinique de l'activité, c'est que le métier repose sur un premier pilier qui est la dimension impersonnelle. Ce sont les prescriptions de l'organisation. C'est ce qui est prescrit par l'organisation. L'autre instance, c'est l'instance interpersonnelle. C'est la relation entre les collègues, les pairs, la hiérarchie, les clients, les bénéficiaires. La troisième dimension, c'est la transpersonnelle. Ça, c'est la dimension sociale. En fait, c'est toutes les règles de métier, tous les règles de métier que les professionnels eux-mêmes ont construit. Et c'est ce qui fait référence au genre professionnel, en fait, l'histoire du métier, ce qu'on appelle l'histoire et le genre professionnel en psychologie du travail. Et en fait, il y a la dimension personnelle aussi. L'individu qui travaille se développe de manière à faire l'expérience et il met sa patte. C'est son style, c'est la stylisation du genre en fait. Le professionnel se réapproprie en fait cette histoire collective pour pouvoir à nouveau remobiliser dans sa propre vision de son travail. Il faut qu'il y ait une dynamique dans ces 4 instances. Il faut qu'il y ait une vivacité. Il faut que finalement, il y ait des conflits de valeurs qui puissent être discutés et finalement, il faut que l'impersonnel puisse jouer son rôle, c'est-à-dire que les prescriptions, en fait, de l'organisation puissent nourrir, la vision personnelle du métier, mais l'interpersonnel et c'est ce à quoi, servent, en fait, les interventions en psychologie du travail. J'espère que finalement, en balayant un petit peu, la définition du burn-out, les causes du burn-out et puis les symptômes, vous allez pouvoir y voir un peu plus clair
À savoir que finalement, dans le burn-out, il faut du temps. La première étape, en fait, c'est déjà se reposer, ne rien faire, parce qu'on est dans une spirale de faire, 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 faire. Il y a une espèce de hyperactivisme qui se met en place, parce que pas n'importe qui tombe en burn-out. Ce sont souvent des professionnels très, très, très perfectionnistes et qui ont les valeurs travail très importantes. Donc, il y a une espèce de surinvestissement du travail, et c'est comme si on rentrait dans une roue et qu'on ne pouvait plus s'arrêter. Donc l'idée, la première étape, c'est le repos. La deuxième étape, c'est d'analyser qu'est-ce qui s'est joué à ce niveau-là, au niveau de l'organisation et au niveau personnel. Qu'est-ce qui s'est joué? Et puis, troisième temps, c'est comprendre en fait qu'est-ce qui fait sens et est-ce que ce métier-là fait encore sens ou pas. Voilà, donc ça, c'est différentes étapes. Ça prend du temps, il faut être patient, mais on arrive vraiment à s'en sortir avec vraiment des belles ressources après. Et parfois, le burn-out, et même souvent, peut être une vraie ressource dans la prise de conscience des capacités de chacun. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous apportera des éclairages. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt. Au revoir.